1611, Champlain explore l'archipel de Montréal et ne cache pas son émerveillement. Il identifie la plus grande des îles comme un lieu favorable au développement du grande ville. Il nomme Sainte-Hélène une des petites îles, du nom de sa jeune épouse, Hélène Boulet. En 1620, j'ai suivi Sieur mon époux à Québec. J'avais 22 ans. Champlain a tellement insisté. Je me rappelle ses paroles. Il est important que vous veniez, mon ami. Nous voir heureux en Nouvelle-France sera la preuve pour tous qu'on peut y fonder une famille, s'installer et vivre en paix sur cette terre. Vous aimerez sa nature, ses paysages grandioses d'une beauté et d'une richesse inégalée. La traversée fut terrible et longue. J'ai rejoint mon frère Eustache à Tadoussac. Il aidait mon époux dans son entreprise depuis quelques années. À Québec, l'habitation s'écroulait. Champlain pressa ses hommes pour en dresser une plus habitable et convenable. C'était l'été. Nous étions envahis de moustiques. Nous aimions jardiner. J'ai fait pousser des légumes, mais l'hiver précoce a détruit tous mes efforts des mois passés. Mon potager fut livré au vent du fleuve. Le scorbut frappa les hommes. Le désespoir s'est abattu sur moi. Cette vie était trop difficile. Je tentais d'apprendre les langues des indigènes. J'entrepris d'éveiller les petites indiennes aux enseignements de Dieu et de l'Église. J'avais un petit miroir à la ceinture d'une de mes robes, un bijou. Cela intriguait beaucoup les enfants. Je m'amusais à voir leur étonnement et leur raconter qu'ainsi, je pouvais emporter partout avec moi leur image vivante. 4 années d'ennui, de privation, d'attaques d'Indiens iroquois, d'hivers glacés et d'étés brûlants se succédèrent dans ce monde d'hommes et de solitude. Mon époux était continuellement absent. Il parcourait le pays dans tous les sens pour négocier avec les Indiens ou pour leur faire la guerre, découvrir une nouvelle rivière qu'il n'avait pas encore recensée ou dessinée, quand ce n'était pas pour repérer un site pour la construction d'une autre habitation. Lorsqu'il ne se consacrait pas à ses dernières occupations, il écrivait son journal. J'étais la reine d'un vaste royaume, sans faste ni luxe, d'un monde primitif et dur. J'ai repris la mer avec l'espoir de ne jamais revenir en Amérique. À l'ouest de Montréal, Champlain franchit les rapides du Sault-Saint-Louis. Il serait le premier Européen à réaliser un tel exploit, ce qui rehausse considérablement son prestige vis-à-vis des indigènes, avec qui il fait la traite des fourrures, et prépare une future expédition vers la Huronie. Au cours de ce voyage, il ne pousse pas plus loin l'exploration ni l'installation à Montréal.
En 1612, Champlain reçoit un pouvoir plus étendu, celui de commander au nom du lieutenant général du roi. Au printemps 1613, il reprend donc ses découvertes, mais cette fois vers le pays des Hurons, et les poursuit en 1615-1616 pendant une année entière. De toutes les régions visitées par Champlain, la Huronie était celle qui avait été la moins approchée et pour laquelle les connaissances étaient restées les plus imprécises. Du Sault-Saint-Louis, Champlain remonte la rivière des Outaouais, qui pendant 2 siècles sera la grande route commerciale de l'Ouest canadien. Champlain traverse une série de lacs, jusqu'à l'île aux Allumettes, à la hauteur de l'actuelle Petawawa, en Ontario. Il atteint la rivière Matawan, puis, par le lac Nipissing et par la rivière des Français, parvient au lac Huron qu'il appelle Mer Douce en juillet 1615. En plein été, le 1er août 1615, il arrive chez les Hurons, dans un pays dont la beauté et la fertilité l'émerveillent plus qu'il ne l'espérait. Le long du rivage, il semble que les arbres aient été plantés par plaisir en la plupart des endroits. Champlain, après avoir été blessé dans une escarmouche contre les Iroquois, se rétablit et se rend alors au lac Simcoe, traverse l'extrémité orientale du lac Ontario, hiverne chez les Hurons, visite les Pétuns, au sud de la baie de Nottawasaga, et les Cheveux relevés, au sud de la baie géorgienne. Il laissera un véritable traité ethnographique de la Huronie. Au commencement que l'on était sorti pour aller chasser, je m'engageai tellement dans les bois pour poursuivre un certain oiseau qui me semblait étrange, ayant le bec approchant d'un perroquet et de la grosseur d'une poule, le tout jaune, fort la tête rouge et les ailes bleues, et allouait de vol en vol, comme une perdrix. Le désir que j'avouais de le tuer me fit le poursuivre d'arbre en arbre fort longtemps, jusqu'à ce qu'il s'envolât à bon escient. Et en perdant toute espérance, je voulus retourner sur mes brisées où je ne trouvai aucun de nos chasseurs. Je me trouvai égaré parmi les forêts. En cette fin d'année 1615, Champlain erra pendant 3 jours dans la forêt, sans boussole, vivant de gibier et dormant sous un arbre, avant de rejoindre par hasard la troupe d'Indiens Hurons qui l'accompagnait. Désormais, il se jura d'être plus prudent. Après ce séjour, Champlain renonce, semble-t-il, aux explorations pour s'attacher exclusivement au gouvernement de la colonie. En 1629, il devient commandant de la Nouvelle-France en l'absence de Richelieu. Quand les Anglais, les frères Kirk, occupent Québec en 1629, Champlain doit quitter le Canada avec les missionnaires et les colons. En 1632, le traité de Saint-Germain-en-Laye rend Québec à la France. Richelieu renouvelle en 1633 la charge de Champlain. Compte tenu de ses responsabilités importantes, Champlain se préoccupe surtout des moyens de survie de la fragile colonie. Le 15 août 1633, dans une lettre à Richelieu, il demande que l'on augmente les moyens d'explorer et de développer la colonie, en vantant l'immensité et la beauté du territoire canadien. Les Indiens Iroquois et leurs attaques répétées représentent l'un des plus sérieux dangers pour la petite colonie française. Dans une dernière lettre à Richelieu, le 18 août 1634, Champlain demande de l'aide. Il faut faire venir à la raison les Iroquois ou les exterminer. Quand Champlain meurt le 25 décembre 1635 à Québec, la colonie de 150 habitants est toujours menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Mais dorénavant, elle est capable de trouver les ressources et les défenses nécessaires à sa survie.